crustacés. C'était vraiment un exercice, essayer de me passer totalement de l'outil dialogue pour raconter une histoire et m'obliger à le penser davantage graphiquement, à travailler sur les autres outils de narration graphique qui sont proposés en bande dessinée. Voilà. C'est un truc masochiste, quoi. Ouais, c'est ça. Dialogue, je les utilise beaucoup. Très tôt en plus dans la structuration de mes histoires, je dialogue assez vite et du coup là ça m'obligeait à penser autrement et je me disais que ça jaillirait de tout ça forcément des trucs nouveaux, des trucs vers lesquels je vais pas spontanément. Mais il a dû apprendre à lire déjà pour lire le script, parce que spécialement. Jusque là il n'avait pas besoin. Mais... Bah non, mais ça change tout, ça change vraiment tout, quoi. Disons que moi quand je travaille tout seul, je pars directement sur le dessin. Alors lui il parle du dialogue, comme la base c'est le dialogue, moi c'est vraiment le dessin qui me porte et qui me fait raconter une histoire. Et là l'histoire était déjà racontée, donc j'étais obligé de me concentrer vraiment sur les atmosphères, sur le rythme. Et au niveau du cerveau, c'est pas les mêmes parties qui travaillent, je le sens bien. Puis au départ j'avais beaucoup de mal, d'ailleurs. J'ai fait la première version, j'étais un petit peu déçu parce que en lisant le script, j'avais plein d'images qui venaient naturellement. Et le fait de vouloir absolument retranscrire ces images qui étaient dans mon imagination, il y avait un décalage, quoi. Et j'étais un peu déçu du résultat au départ. Et puis après, en retravaillant dessus ensemble, j'étais content. Dans la structure, rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'un script original qui était aux alentours de 180 pages, ou 185 je crois, et que l'histoire l'histoire finale en fait 225 ou 224. Donc en fait on a rajouté pratiquement 50 pages en cours d'écriture. Oui, 40 on va dire. On a rajouté une quarantaine de pages en cours d'écriture. Ouais, mais c'était des moments, c'était des trucs écrits. Oui, c'était déjà posé, mais simplement on a étoffé des scènes, on s'est rendu compte que par moment la notion du temps qui passe ou l'importance que je pensais donner à certaines scènes à l'écrit n'était pas suffisamment présent dans la version dessinée, donc on a repris comme ça certaines scènes à deux. Grégory aussi a eu quelques idées, voilà, pour des doubles pages ou pour le rêve de monsieur, là, notamment quand il rêve des boîtes de sardines flottantes, etc. Ça, ce sont des idées qui viennent en cours de route et qu'on intègre parce qu'on trouve que ça enrichit en fait. C'est tout ça. Enfin, on a essayé de faire, de pas choisir en fait, de proposer tout ça. C'est faire un album qui serait que engagé parce que voilà, il y a question d'écologie. Mais moi j'ai souvent l'impression que si on fait ça, on s'adresse qu'aux écologistes. Or, ils sont déjà convaincus par donc je suis pas persuadé que ça ait un intérêt incroyable. Donc si on veut toucher d'autres gens, il vaut mieux leur proposer autre chose et qu'au détour d'une histoire qui leur plaît pour d'autres raisons, ils sont amenés peut-être à un moment donné à se questionner sur ces sujets-là. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il y a différentes parties à l'intérieur de moi qui résonnaient, quoi, quand je l'ai lu. Donc voilà, je me suis pas posé plus de questions que ça. C'est vrai que moi je trouve scandaleux tout ce qui se passe aussi sur l'océan. Sur l'écologie, moi, je trouve pas qu'on soit en plus très altermondialiste, justement comme tu le dis, puisqu'on se contente pas mal d'un constat. Le parti pris finalement c'était de montrer ces techniques de pêche industrielle, montrer le dégazage en mer des super-containers, montrer le continent de plastique, ce qu'on appelle maintenant le continent de plastique qui s'est formé. Il y en a deux en fait, il y en a un qui s'est formé dans l'Atlantique et un qui s'est formé dans le Pacifique. C'est plutôt de dire voilà, ça existe, sans dire que plus rien n'est possible sur l'océan. On le montre quand même aussi, il est beau dans plein de moments de notre livre, l'océan, il fait rêver quand même, mais c'est plus la volonté de ne pas nier une certaine réalité. Il ne me semble pas que ça soit si radical que ça dans l'écologie. Enfin, je sais que c'est aussi... D'abord, moi,
tout de suite, quand j'ai eu l'envie de raconter une histoire muette, j'ai évidemment tout de suite pensé à Buster Keaton, Chaplin, etc. Or, que racontait-il souvent? C'était ce quotidien cru. Hein. Il suffit de se rappeler la scène où Chaplin fait des pancakes pour le petit dans The Kid. C'est des scènes toutes bêtes, mais qui donnent envie, enfin, qui sont source de poésie, de comique, et surtout qui permettent de s'attacher au personnage. Et à partir de là, l'aventure peut commencer. Et surtout, ce qu'on voulait raconter, c'était une histoire d'amour, mais qui n'est pas une histoire d'amour. On n'est pas sur la rencontre amoureuse, on n'est pas sur la naissance du sentiment amoureux, on est sur une histoire d'amour qui dure, hein, une histoire d'amour qui a le sentiment amoureux, la passion amoureuse, on voit bien que ça fait belle lurette, qu'elle est derrière, mais cet amour, il continue à avoir une puissance qui est diluée dans un quotidien, en fait, qui est diluée dans une routine, mais il reste fort cet amour, et c'est ce qui fait d'ailleurs que ces deux personnages ne peuvent pas se concevoir l'un sans l'autre. C'était ça qui nous semblait être un point de vue intéressant sur une histoire d'amour d'aujourd'hui. La partie du quotidien, donc la première partie de l'histoire, fait partie de une des parties qu'on a étoffées en fait, en deuxième lecture, qui n'était pas... Oui, on a rajouté 8 ou 10 pages sur cette séquence au début justement pour la densifier. C'est important, je trouve. Les premières pages sont super importantes dans un livre. En fait, c'est là où on a envie de rentrer ou pas. Et donc, plus on est proche d'un quotidien, je trouve, d'une réalité qui peut ressembler à celle du lecteur, et plus c'est facile de rentrer dedans. On part de quelque chose d'extrêmement quotidien et plat, puis des choses se passent et on part dans une aventure totalement improbable sur les océans avec énormément de choses qui se passent. Et l'objectif des deux personnages, c'est de revenir à cette cellule familiale restreinte et ce quotidien. Donc en fait, on est entre deux parenthèses de réalité, d'un quotidien absolu. Et c'est entre ces deux parenthèses que des choses merveilleuses peuvent naître en fait. C'est susciter une réaction immédiate. On rit ou on rit pas, il n'y a pas à réfléchir. Et évidemment, la difficulté, surtout quand c'est quelque chose qu'on a écrit il y a longtemps, c'est... bon là, moi, mon script original avait pratiquement 8 ans, 7-8 ans quand il l'a lu, j'avais écrit en 2008. Moi, il arrive un moment où je ne sais plus. La réalité, je ne sais plus si c'est drôle ou pas. Parce que... Et ce qui est marrant, c'est que lui... Quand j'ai fourni le script à Grégory, il en a fait une version annotée de dessin, dans les marges, un peu à la vue glaciale. Et sa version annotée de dessin m'a refait marrer, de mon script. Donc je voyais ses dessins et je voyais tout de suite qu'il y avait des gags qui avaient une force. Et ça m'a tout de suite remis en confiance sur le potentiel du bouquin. Et après, c'est au storyboard où on voit tout de suite si ça fonctionne ou pas. Ouais, moi je sais pas, il y a des choses qui me font rire moi dans l'histoire et qui me faisaient rire quand je les ai faites, mais c'est vrai que c'est pas forcément celles qui vont te faire rire toi ou quelqu'un d'autre. Et c'est très, très bizarre. Alors sincèrement, je me demandais si ça allait faire rire. Ce qui est marrant, par contre, c'est que les endroits à moi qui me font rire, je me souviens quand je l'ai fait, ça m'a fait rire, hein, quand je l'ai dessiné, ils me font rire tout le temps, même quand je le rouvre maintenant. Et, par exemple, l'endroit où il y a la madame qui arrive avec sa photo devant Che Guevara, avec tout le public devant, avec sa valise toute grosse. Ça, je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais même maintenant, si je le rouvre, ça me fait sourire. Et ça reste comme si ça restait imprégné, quoi. Je me suis habitué comme ça, petit à petit. Je travaille dans le dessin animé et ça fait au moins 10 ans que je travaille en numérique. Simple. Au départ, je faisais les dessins sur papier, je les scannais et je les mettais en couleur sur l'ordinateur. Et puis petit à petit, en fait, je dessine directement sur l'écran. Et puis, même si je dessine, je pense que je dessine moins bien, hein, je suis moins précis que si je travaille sur papier. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais je préfère, je sais pas, j'ai une vision plus globale. J'avance... Tu t'effaces plus vite aussi. Je fais une séquence, et puis le lendemain, j'essaye de la regarder avec des yeux neufs, et voilà, et je retravaille. Quand je vois que la sensation... Alors, il y a un truc qui me fait marrer le soir, le lendemain matin, ça me fait plus rire. Et je suis obligé de changer. J'utilise le lasso, je fais une sélection, et j'ai des énormes pinceaux, et je fais un coup de gris dessus.
Et j'avance comme ça, quoi, en silhouette. Et ça va beaucoup plus vite, ouais, c'est ça. Ouais. Je travaille les ambiances en fait en noir et blanc au départ, mais je travaille pas disons que je travaille le gris, les valeurs, je les travaille en même temps que le découpage. C'est-à-dire je vais pas faire d'abord les dessins puis après mettre l'ombre. Non, je travaille tout direct, mais que en noir et blanc. Le dernier travail, c'est de mettre l'ambiance colorée, et ça c'est dans les 3 dernières semaines.